Les surdoués, les hauts potentiels intellectuels, seraient les proies désignées des pervers narcissiques. Où sont les surdoués? Où sont les surdoués? Les surdoués sont à moi. Les surdoués sont à moi. Narcissique, pervers narcissique, pervers manipulateur, pervers psychopathe, personnalité narcissique, trouble de la personnalité narcissique, narcissisme malin, narcissisme psychopathe, narcissique. La liste est longue et je me suis retrouvé dans ce rabbit hole, comme disent les Anglais, la spirale infernale, un labyrinthe sans fin, sur la suggestion d'un contributeur de ce podcast que je remercie tout de même. Et tout ça à partir du mythe, un mythe qui a la vie dure, un mythe tenace, une véritable légende urbaine, selon laquelle les surdoués, au potentiel intellectuel, HPI, seraient les proies désignées des pervers narcissiques. Les surdoués sont à moi. Alors bon, au départ, j'aurais voulu faire comme tout le monde. Ça aurait été simple. Je vous aurais dit, ouais, en fait, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le pervers narcissique n'existe pas. C'est un concept foireux, inventé par un psychanalyste, uniquement francophone, qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Il n'a aucun fondement scientifique, il n'est pas reconnu par les manuels de référence des pathologies, le CIM-11 ou le DSM-5. Et si je vous avais dit ça, eh ben, je vous aurais dit la réalité. Et pour vous dire la vérité, j'avais tout un épisode qui était prêt, qui était fin prêt, que j'avais tourné, monté, j'allais le poster tel quel, basé sur des preuves, tout ça. Le problème, c'est que plus j'ai creusé, plus je me suis dit, mais attends, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Enfin plutôt, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Savez-vous, savons-nous, ce qui caractérise cette notion trouble de pervers narcissique comparée aux connaissances établies? Nous allons faire un voyage à travers l'histoire, les avancées et le cheminement des classifications psychiatriques et psychologiques à travers le XXe siècle et donc de tout ce qui nous intéresse. Et je vous ai même fait un tableau de comparaison pour y voir plus clair dans tout ça et décider peut-être par vous-même. Et surtout finalement, si la notion n'existe pas, y a-t-il des véritables pervers narcissiques et sont-ils à l'affût des surdoués comme les chats et les souris ? Bienvenue sur Intensément Podcast. Je suis Raph et ceci est le média unique en son genre qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, neuroatypiques et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique nécessaire à la compréhension de ces domaines super, hyper complexes. Et comme d'habitude, cet épisode vous est offert par les contributeurs et les contributrices de ce média que je remercie intensément du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui fait vivre ce média, ce qui fait vivre mon travail et je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider dans la mesure de vos moyens. Il y a un lien dans la description de cet épisode et vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière. Je vous en remercie vous aussi intensément. Bienvenue sur notre vaisseau spécial. Le vaisseau spécial qui va donc se diriger dans la galaxie. Alors, on va faire d'abord un défrichage du vrai, du faux, un tri concernant la différence entre le trouble de la personnalité narcissique et le pervers narcissique. Pour commencer, comme tout le monde, par la vision scientifique basée sur le maximum de recherche. Pour la recherche en psychologie, il existe des traits de personnalité. On a vu ensemble sur ce podcast, dans l'épisode Les modèles de traits de personnalité, avec la spécialiste Nathalie Boisselier, que ces traits sont souvent évalués dans le cadre de modèles de personnalité plus larges, comme le modèle des 5 grands facteurs de personnalité, le Big Five, le modèle qui est le plus validé par la communauté scientifique et le plus connu, qui comprend l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la névrose et l'ouverture à l'expérience. C'est un modèle dimensionnel, comme nous l'a expliqué Nathalie Boisselier. Les traits de personnalité sont divisés en sous-traits, eux-mêmes divisés en sous-traits ou en facettes, et chaque trait est une sorte d'unité de mesure, une échelle, dans laquelle on serait placé plus ou moins haut, plus ou moins fort. Dans un continuum, tout n'est pas noir ou blanc. Selon ce modèle, les traits sont considérés comme stables. La différence entre un trait simple et un trait complexe réside dans leur définition et leur mesure. Les traits simples sont des caractéristiques unidimensionnelles qui décrivent un aspect spécifique de la personnalité, comme l'extraversion ou la timidité, et les traits complexes, vous l'imaginez bien, quant à eux, sont des constructions multidimensionnelles qui intègrent plusieurs traits simples pour décrire une dimension plus large de la personnalité. Par exemple, la personnalité narcissique peut être considérée comme un trait complexe,
composé de traits simples tels que l'égocentrisme, la grandiosité et la recherche d'admiration. Le trait de personnalité narcissique peut inclure un sens exagéré de l'importance personnelle, une préoccupation par des fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté, un besoin excessif d'admiration et une tendance à exploiter les relations interpersonnelles. Le trait de personnalité narcissique fait référence à des caractéristiques ou des tendances narcissiques qui peuvent être présentes à divers degrés chez les individus. Donc on est toujours sur une échelle, on peut se placer en haut, en bas de l'échelle selon les individus. Il y a aussi d'autres modèles de personnalité moins utilisés mais intéressants, comme celui qu'a exposé tout récemment le psychologue youtubeur PsychoQuack et la chaîne Hacking Social avec la théorie des traits globaux. Cette théorie replace les traits en fonction des variations naturelles et des contextes tout en incluant la stabilité des traits qui prédominent dans le Big Five. Une personne peut être très extravertie à son boulot mais introvertie ensuite quand elle rentre chez elle. Une personne autre peut être l'inverse. Elles auront le même test de personnalité, mais au final, ce ne sera pas du tout la même personne que tu auras en face de toi. C'est aussi important pour expliquer certaines représentations qu'on a de la personnalité des gens et d'expliquer comment la culture te façonne. Hacking Social, qui ont d'ailleurs fait un super dossier sur le narcissisme vu sous l'angle social, sur leur blog, téléchargeable en PDF, et je vous le conseille vivement. On a vu aussi dans l'épisode « Les hypersensibles sont des narcissiques qui s'ignorent » que les psychologues distinguaient aussi le narcissisme grandiose d'un narcissisme moins connu, le narcissisme vulnérable. En résumé, le narcissisme grandiose, il est souvent associé à une exhibition extérieure de confiance et de domination, tandis que le narcissisme vulnérable, également connu sous le nom de narcissisme caché ou fragile, est marqué par une fragilité psychologique interne et une sensibilité au jugement des autres, d'où sa relation avec l'hypersensibilité. Je le répète, et c'est vraiment important, tout le monde peut présenter certains de ces traits sans pour autant souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique. Les traits de personnalité narcissique deviennent problématiques lorsqu'ils sont rigides, persistants et ont un impact significatif sur la vie de la personne ou sur celle des autres. Le trouble, c'est quand cela pose un problème. Pour ce qui concerne le trouble de la personnalité narcissique, c'est donc un désordre psychiatrique défini, un diagnostic clinique bien établi avec des critères spécifiques pour l'évaluation et le traitement que l'on retrouve dans les manuels de référence CIM-11 et DSM-5. D'après le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM-5, il y a 3 groupes de troubles de la personnalité. Ces troubles sont classés en fonction des symptômes qui les caractérisent. Et la classification du DSM-5 place le trouble de la personnalité narcissique dans le groupe B des troubles de la personnalité, qui sont les troubles caractérisés par un sentiment excessif d'importance personnelle. Ce groupe inclut également le trouble de la personnalité borderline, le trouble de la personnalité histrionique et le trouble de la personnalité antisociale. Notez bien tout ça. Pour le DSM-5, le patient atteint de ce trouble présente au moins 5 des 10 symptômes proposés. Ces symptômes, je ne vais pas vous les lire parce qu'au final, vous comprendrez plus tard que cela n'a pas énormément de lien avec le pervers narcissique. Et d'ailleurs, fun fact, mais hyper important, le trouble de la personnalité narcissique a failli littéralement disparaître pour le DSM-5, pour lequel un débat acharné a eu lieu entre spécialistes qui ne le considéraient pas comme un véritable trouble distinct et qui voulaient plutôt le ranger comme une dimension du trouble de la personnalité antisociale, et les spécialistes qui disaient que le supprimer serait une grave erreur. Et il y a eu un sauvetage in extremis par des arrangements. Mais ce qui pourrait être une anecdote dans notre histoire va nous permettre en réalité de la comprendre en profondeur. Vous savez sans doute que sur ce podcast, beaucoup de spécialistes se réfèrent au DSM-5 américain ou à son concurrent, le CIM-11. Comme le disait la psychologue Maëva Roulin dans l'épisode sur les troubles et pathologies, la raison principale, c'est que cela permet aux divers spécialistes d'être en accord sur ce qui est étudié. Mais les deux catalogues, les deux manuels ont une histoire un peu trouble, spécialement le DSM, que l'on va résumer vite fait en disant qu'il y a eu beaucoup de controverses et de polémiques à la sortie de chacune de leurs éditions. Le plus connu, donc le DSM, a par exemple été complètement transformé à partir du DSM-3, tout simplement parce que le DSM-1 et le DSM-2, qui étaient sortis juste après la guerre, avaient des positions basées sur des théories dont la plupart venaient de la psychanalyse freudienne. Alors qu'à partir du DSM-3, on a plutôt essayé de se baser sur la recherche scientifique. Mais le trouble de la personnalité narcissique, et ça c'est important, est initialement décrit sous influence freudienne. Le narcissisme étant d'ailleurs un concept
majeur pour Freud. Même si maintenant les caractéristiques proposées sur le DSM-5 n'ont plus de rapport avec les théories psychanalytiques, ce sont pour la plupart les traits qui correspondaient aux théories freudiennes qui ont été retenus pour la description au départ. Je vous lis un extrait du journal Le Temps, paru en plein au milieu de la polémique aux alentours de 2010. À l'époque, il était question donc de sa disparition. C'est une interview de Bertrand Kieffer, rédacteur en chef de la revue médicale suisse, et vous allez voir pourquoi c'est super intéressant pour comprendre le placement de chacun dans tous ces sujets. Si l'intention est louable, j'ai tout de même des doutes sur les raisons de cette décision. Je me méfie de ce qui peut sembler être une tentation de purification de DSM de tout héritage freudien. Freud a le premier parlé de narcissisme en reprenant ce personnage de la mythologie grecque pour construire une partie de sa théorie. Cela dérange beaucoup les experts de l'Association américaine de psychiatrie à l'origine de l'écriture du DSM. Ils veulent en effet que leur classification soit athéorique, ce qui me paraît illusoire. Le terme narcissique porte en lui toute une interprétation psychanalytique. Le trouble n'est pas vraiment sorti de la classification. Il est plutôt déconstruit par les experts du DSM. Dans sa version actuelle, le manuel comporte 10 troubles de la personnalité différents. Après le remaniement proposé, il n'en comporterait plus que 5. Jugeant les catégories anciennes trop stéréotypées, le comité suggère d'utiliser une liste de traits de personnalité à la carte, entre guillemets, permettant aux spécialistes de construire pour chaque individu un syndrome qui lui soit propre. Ce qui pourrait donner quelque chose du style un antisocial, un peu obsessionnel et à tendance narcissique. Mais cela ne sera pas simple en pratique pour les cliniciens qui ont l'habitude de raisonner en fonction de syndromes préétablis, déjà construits, qu'ils font évoluer par la suite en tenant compte du fonctionnement de leurs patients. Si vous vous posez des questions, le trouble de la personnalité antisociale se définit comme un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, avec une fâcheuse tendance à tromper pour un profit personnel ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. L'individu antisocial a tendance à enfreindre les normes sociales et peut avoir des comportements criminels. On le rapproche d'un trouble qui n'existe plus, lui, dans le DSM, encore un, mais qui reste vachement populaire, la psychopathie. Le narcissisme est souvent une variable et pas le plus important. Vous allez comprendre, parce que là, nous allons passer à la star, celle qui nous intéresse, la star des pseudo-psychologues, des pseudo-coachs et des médias, la perversion narcissique. La perversion narcissique. C'est une notion théorisée par le psychiatre et surtout psychanalyste Paul-Claude Racamier dans le domaine de la psychopathologie. Elle indique non pas un type de personnalité, mais une pathologie relationnelle qui consiste en une déstructuration de la personnalité dans laquelle la notion d'altérité n'existe pas. Et pour Wikipédia, c'est clair, bien que les notions de perversion narcissique et de pervers narcissique aient été reprises et popularisées, elles ne sont pas reconnues par la communauté scientifique. Plus encore, ces termes sont souvent galvaudés, renvoyant plutôt à des troubles de la personnalité narcissique. La perversion narcissique est donc identifiée initialement par Paul-Claude Racamier, qui décrit une forme particulière de perversion en 1986, donc ça date, puis dans ses ouvrages qui suivront. Pour Racamier, le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Racamier insiste sur le fait qu'il parle pour sa part d'une affaire collective. Il déclare « Je parle au singulier, il faudrait parler au pluriel. C'est que la perversion narcissique est loin d'être une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Et à partir du moment où tous les espaces psychiques sont transgressés, nous savons que tous les débordements sont possibles. Pareillement, le mouvement pervers est loin d'être une affaire intrapsychique. C'est une affaire hautement interactive, car il est tellement ce mouvement tourné vers autrui qu'il ne cesse de s'en servir. » Source, Racamier, Paul-Claude, 1992, Pensée perverse et décervelage. Secret de famille et pensée perverse, dans la revue de psychanalyse groupale. Nous lisons de la psychanalyse, mes amis. Selon le psychanalyste, toujours, Gérard Bayle, Racamier ne cherche pas à qualifier des individus, mais à identifier l'origine d'un dysfonctionnement dans les interactions. Il explique que la notion sert son souci de décrire et de traquer les processus pervers dans les familles et dans les groupes. On est donc loin d'une personnalité, d'un personnage précis qu'on pourrait appeler le pervers narcissique manipulateur. Il s'agit plus d'une situation, d'un contexte dans lequel les rapports prendraient un mauvais tournant,
Plus terre à terre et réaliste, le psychologue Jean-François Lopez écrit dans un article de blog intitulé « Narcissisme pathologique, le côté obscur de la personnalité » le mythe du pervers narcissique. À cette époque, Lacan règne en maître sur la discipline. Se payer de mots est alors la garantie du succès dans les cénacles de psychanalystes parisiens, abstraction faite de la pratique clinique, car jamais aucun pervers narcissique ne s'est allongé sur le divan de Racamier. Cette expression née d'élucubration théorique aura une postérité désastreuse. Traduction. La psychanalyse de Racamier, c'est de l'enfumage de mouches claquées au sol, potentiellement dangereuse, mais il est déjà trop tard. Et ce mauvais tournant, en fait, dont je parlais tout à l'heure, c'est le concept même qui va le prendre, comme tout bon concept psychanalytique qui se respecte. En 1989, un autre auteur, Alberto Hegel, psychiatre et surtout psychanalyste, utilise cette notion de perversion narcissique pour décrire le pervers narcissique et son complice dans un ouvrage du même nom. Il y cite Racamier, mais là, il décrit une personnalité, ou plutôt deux personnalités. Le pervers narcissique et sa victime, qui serait en fait, qui l'eût cru, son complice. Eh oui. Je suis d'autant plus heureux d'avoir pu travailler sur ces sujets. La psychanalyse commence à faire ses bubules habituelles. Dans un article sur le site Celle qui ose, pervers narcissique, réalité ou effet de mode, les autrices écrivent, dans son ouvrage Le pervers narcissique et son complice, l'auteur s'intéresse à la relation d'emprise et de destruction qui se noue entre le pervers et la victime. Un tête-à-tête morbide dans lequel, selon lui, les deux protagonistes ont un rôle à jouer. Là où Racamier s'attachait à décrire un mécanisme, un dysfonctionnement dans les interactions, Hegel cherche plutôt à définir la personnalité du manipulateur. Personnage qu'il dépeint comme un être déconcertant, séduisant, mégalomane et calculateur, dont le souhait est d'assujettir, humilier et de corrompre l'autre afin d'asseoir sa supériorité. Et là, on commence à voir se former l'idée d'un personnage précis qui va tourner au phénomène de mode. Je suis d'autant plus heureux. Mais je vous propose de vous arrêter 30 secondes. Vous vous dites peut-être comme moi, mais c'est de la psychanalyse ça ? Elle est où l'héroïque fantaisie porno, les phallus refoulés, les déviances anales, les viols de mère par la symbiose du symbolique paternel de l'inceste ? Eh ben, vous inquiétez pas, hein, on y est, c'est juste que ce qui nous arrive très souvent, les messages qui nous arrivent très souvent à nous, le grand public, ce sont les notions expurgées de tout leur fatras délirant au relent d'obsession sexuelle que constitue la psychanalyse. Mais dans l'entre-soi des adeptes, c'est autre chose. En tant que notion de Paul-Claude Racamier au départ, la perversion narcissique, elle est issue de l'association théorique opérée par celui des notions freudiennes de perversion et de narcissisme, auquel il fait référence. Selon Wikipédia, dans l'article originel, il invoque Freud, oh grand Freud, à de nombreuses reprises et il utilise la sexualisation de la psyché en parlant d'orgasme psychotique du moi, bien entendu, et d'érotisation des défenses, of course. Pour la psychanalyse, ce qu'il y a à comprendre est toujours caché dans les tréfonds déviants de notre belle humanité si pure. Et pour Alberto Hegel, je suis d'autant plus heureux. L'inventeur donc du couple pervers-victime, il y a du lourd. Écoutez, Freud l'a montré, le rêve est en lui-même égocentrique et protège le dormeur. Très bien. La masturbation confirme l'autosuffisance, le dédain de l'objet sexuel. Oula. La représentation du corps penche vers l'auto-exaltation qui sera transmise à la représentation de soi. Puis les narcissiques se trouvent être des personnes très sensibles à toute défaillance corporelle, confère le vieillissement, pouvant les conduire à la dépression. L'homosexualité ainsi que l'exhibitionnisme comportent une relation significative avec le narcissisme. Ce n'est plus le narcissisme pervers qui explique telle ou telle pratique sexuelle, mais c'est le narcissisme qui permet de saisir ce qui s'oppose à la sexualité pulsionnelle, ainsi que la revendication du moi, un moment à envisager comme le plus redoutable ennemi du désir. Le narcissisme a son rôle à jouer dans l'indispensable désexualisation de la sublimation ou du travail des idéaux. Oh, Alberto, ben oui, il fallait pas le chercher, Alberto, quand il est lancé. D'ailleurs, un chapitre de son livre s'appelle « L'homosexualité, sœur cadette du narcissisme ». Je suis d'autant plus heureux d'avoir pu travailler sur ces sujets. Et attendez, si vous pensez que ce brave Alberto nous a dit ça parce qu'on était en 1989 et que de nos jours on dit plus ça, ben vous retrouvez toujours tout ça, y compris les titres « L'homosexualité, sœur cadette du narcissisme » dans la 5e édition de son bouquin qui vient juste de sortir en 2023. Ce brave Alberto est
d'ailleurs très bien considéré par les médias mainstream dans lequel il est régulièrement invité. On sait que la psychanalyse a été fortement critiquée pour considérer l'homosexualité comme étant liée à des conflits intrapsychiques et à la relation parentale. Et ce seraient en effet les théories freudiennes qui relieraient narcissisme et homosexualité. Notons et n'oublions pas que l'homosexualité a été retirée du DSM en 1973. Un truc de ouf. On retrouve d'ailleurs sur Babelio une citation du pervers narcissique et son complice, d'Alberto Heger donc, qui dit « Gruberger, 1954, remarque un double processus antinomique chez le masochiste. Désir de châtrer le père, évidemment, ce qui est secondairement dénié, et attribution de ce désir à la mère mauvaise, évidemment. Les positions sadiques, castrer le père, et homosexuelles, identification à la mère, déterminent cette situation insoutenable, puis les conduisent à l'impasse. Castration de l'analyste rendu impuissant. » Bon bref, on voit qu'il est toujours dans cette espèce de bazar foutoir qui, au final, pathologise l'homosexualité et le met carrément, là, il le place à côté du sadisme, quoi. Littéralement. Enfin bref, je ne suis pas spécialiste, mais pour moi ça pue. Popularisation de la notion, et oui, parce qu'en 1998, suivant Racamier et puis donc Alberto Heger qui lui a commencé à décrire un personnage, c'est la notion de harcèlement moral décrite par la psychiatre et probablement psychanalyste aussi, Marie-France Irigoyen, qui a mis en lumière un type d'acte pouvant être le fait du personnage préalablement décrit du pervers narcissique. Et là, ça y est, nous sommes passés d'un mécanisme à un personnage, une entité. Et c'est alors une véritable notion populaire qui a émergé, reprise dans de nombreux articles de magazines et d'ouvrages divers. Le terme s'est alors étendu dans la psychologie populaire commune, où il a pris des sens qui, en réalité, relèvent d'un jugement de valeur. Le thème est ainsi fortement relaté dans les médias, bien sûr, parce qu'il fait du flouze, du blues, du ouz, de la thune, de la moula, au travers le plus souvent d'une stigmatisation du pervers narcissique et non plus de la notion de perversion narcissique à l'origine elle-même. Les pervers sont désormais partout, et cela permet à beaucoup de pseudothérapeutes, de pseudo-coachs, de pseudo-machins d'en profiter. Comme ils sont partout, ils commencent aussi à faire leur trou, malheureusement, dans tous les domaines de la société. Et on enseigne ainsi en 2013 dans une école d'avocats que l'utilisation de la notion du pervers narcissique, notion psychanalytique, est devenue inquiétante tant l'expression est galvaudée et employée sans qu'un diagnostic médical ait été porté par un médecin psychiatre. Tout le monde s'accuse maintenant d'avoir été la victime d'un pervers narcissique, c'est lui, il m'a quitté, c'est une pervers, elle m'a quitté, c'est une perverse, blablabli, blablabla. Parce que depuis que nous travaillons, c'est devenu un sujet très très important pour beaucoup de cliniciens, des experts judiciaires, au niveau des éducateurs, au niveau des différents contextes. Je suis d'autant plus heureux. Trop fort, Alberto. Et ce phénomène de la dérive populaire de l'idée originelle est également traité par les médias et de plus en plus. Même les pionniers et des psychanalystes trouvent que ça va trop loin. Marie-France Irigoyen, celle qui a créé la notion de harcèlement moral, une des théoriciennes et donc vulgarisatrices du concept même, elle dit regretter le succès populaire qu'a connu cette expression. Suite de ce livre, on a beaucoup parlé des pervers narcissiques de façon même exagérée et c'est devenu un petit peu l'accusation facile dès qu'on n'était pas d'accord avec quelqu'un. Pour le psychologue psychanalyste Marcel Sanguet, le concept de pervers narcissique est purement une invention, comme l'a été l'hystérie au XIXe siècle. La représentation actuelle du pervers narcissique, à force de généralisation et de banalisation, serait devenue une sorte de pare-feu, un écran de fumée bien commode lorsqu'il s'agit de se confronter à nos défaites. Dans notre société tournée vers la réalisation de soi et l'épanouissement personnel, cette conception moderne du grand méchant loup nous permet de rendre nos déroutes plus acceptables. De fait, nous préférons nous réfugier derrière une notion un peu floue plutôt que d'endosser notre part de responsabilité. L'invention du pervers devient une excuse de la médiocrité. L'observation de cette fascination collective nous invite donc à prendre un peu de recul, et certains articles parlent aussi de la tendance collective des personnes à se victimiser. Nous avons donc là un concept considéré comme foireux, un peu partout, y compris chez ses créateurs, mais qui marche à donf chez les psychanalystes, chez les pseudothérapeutes, chez les coachs en bullshit relationnel, dans le grand public et les médias avides de buzz. Et c'est sur ce fumier, je veux dire ce terreau fertile, que s'est développée la légende urbaine qui nous intéresse.
Mais vous allez voir avant, ça devient fascinant. On a compris que le concept de pervers narcissique n'a pas d'équivalent direct dans le monde anglophone. Et ça, je vous ai déjà dit, c'est important. Lorsqu'une notion n'a pas d'équivalent dans les langues, ça veut dire qu'il y a un problème. Surtout que là, la notion date de plus de 40 ans, 50 ans. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas valide, il n'est pas important, il n'est pas intéressant. Est-ce que cela veut dire que les pervers narcissiques n'existent pas dans le monde anglophone? En ligne, on peut tomber sur des discussions vraiment intéressantes de personnes qui essayent de traduire pervers narcissique en anglais et qui ont du mal, et justement cela permet de faire le rapprochement avec d'autres notions et de s'apercevoir chez les personnes qui ont essayé de faire cet exercice que la notion de narcissisme n'est pas la plus importante, mais plutôt les notions de perversion et de manipulation. Pour revenir à Wikipédia, dans la littérature psychiatrique et psychologique anglophone, les comportements et traits de personnalité décrits par le terme pervers narcissique feraient plutôt référence soit directement aux troubles de la personnalité narcissique, ou alors aux troubles de la personnalité antisociale, ou alors à la personnalité psychopathe. Il y a aussi les notions de narcissist malignant en anglais, qui serait un sous-trait du trouble du narcissisme grandiose, qui a sa propre page en français sous le terme de narcissisme malfaisant, et donc toujours pas de perversion narcissique. Il y a aussi la notion de narcissiste psychopathe. Les termes narcissique malfaisant et psychopathe sont parfois interchangeables parce qu'il y a peu de séparation clinique entre les deux. Les individus avec troubles de la personnalité narcissique, narcissique malfaisant et psychopathie affichent tous des traits semblables, alors que les narcissiques sont communs, les narcissiques malfaisants sont moins fréquents. Une différence notable entre les deux est la caractéristique de sadisme ou la jouissance gratuite de la douleur des autres. Un narcissique va délibérément endommager d'autres personnes dans la poursuite de ses propres désirs égoïstes, mais peut le regretter et dans certaines circonstances montrer des remords, alors qu'un narcissique malfaisant va nuire à d'autres et en profiter, montrant peu d'empathie ou de regret pour les dommages qu'il a causés. La notion de narcissisme malignante, comme je vous ai dit, serait un sous-trait du trouble du narcissisme grandiose. Et en plus de cela, c'est une notion qui a été développée en grosse partie avec l'aide de psychanalystes plutôt anglophones cette fois-ci. Pour le psychologue médiatique et controversé Jordan Peterson, le psychopathe est forcément narcissique. The psychopath who will be narcissistic will presume that you're stupid and that you deserve to be taken advantage of because you're naive and stupid. So it's actually a good thing that he's doing it. Limite, il n'y aurait même pas besoin de le dire. Tout comme pour certains critiques, le pervers est de toute manière narcissique. Le terme pervers narcissique est stylé, mais inutile et redondant donc. Il y a donc tellement de pistes à explorer que je vous ai fait un tableau. Je me suis amusé à rentrer les caractéristiques de narcissique psychopathe, de narcissique malignante, de pervers narcissique, de troubles de la personnalité narcissique, de traits de personnalité narcissique, de troubles de la personnalité asociale et de psychopathe. Et j'ai demandé une comparaison de ces traits en fonction des DSM, des descriptions, blablabla, que vous pouvez consulter sur le blog Intensément Podcast. Ne le prenez pas comme un tableau officiel, validé par la science, ni rien du tout. Vous verrez, ça vous aidera un peu à voir certaines comparaisons entre certains symptômes ou certaines caractéristiques qui sont évoquées dans tous ces cas et qui vous permettront peut-être d'y voir un peu plus clair dans tout ça. Parce que vraiment, c'est vraiment essentiel. J'ai compris qu'il y avait un tel fouillis que pour simplifier mes propres débats et les débats que je voyais, que je n'arrêtais pas de lire, j'aurais pu continuer et aller beaucoup plus loin. J'en ai personnellement conclu, déduit, que, en tout cas, dans le grand public, y compris dans les discours et les débats internes des spécialistes, au final, les personnalités narcissiques, les personnalités antisociales, les psychopathes, les sociopathes, les sadiques, les machiavéliques, les manipulatrices, les personnes perverses, les personnes toxiques, ou tout simplement les personnes égoïstes, les personnes méchantes, les petits chefs, etc., etc. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ce sont, finalement, tout ça, les pervers ou perverses narcissiques. Pas besoin d'aller plus loin. Mais comme nous le dit PsychoQuack... Du coup, en fait, tu fous ce que tu veux dans ce terme. À la limite, tu prends le trouble de la personnalité narcissique, tu le couples avec le trait de personnalité asociale, pour le plaisir de faire du mal à l'autre, et t'as le pervers narcissique.
Alors tu me diras, mais Jamy, pourquoi on invente le terme de pervers narcissique alors? Eh ben je te répondrai que j'en sais rien non plus, à part pour le marketing. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux vendre des livres en psychologie, voilà la technique. Étape 1, tu prends une pathologie que les gens connaissent pas trop. L'étape 2, tu transformes les symptômes avec des phrases vagues qui correspondent à 95% de la population, genre il fait des reproches, il aime pas avoir tort. Voilà, donc à peu près quasiment tout le monde, et t'inventes un nouveau nom, genre là, le pervers narcissique. Et pouf, c'est bon, tu peux vendre plein de livres. En plus, tout le monde te trouve génial parce que tu décris très bien la réalité, alors que t'as fait que dire des banalités. Alors maintenant, armé de notre connaissance un peu poussée de ce concept flou mais terriblement sexy, posons-nous la question qui finalement ne s'est jamais posée dans tout ce que je viens de vous dire, toutes ces explications et ces recherches, alors que, ça paraît évident, non? Les pervers narcissiques, ce sont les prédateurs des surdoués, non? C'est ça qu'ils recherchent en priorité. Les surdoués sont les proies désignées des pervers narcissiques. Alors pourquoi on l'a pas vu dans tous les textes qu'on a lus jusqu'avant, là? Il y a comme un problème, là. Et puis de quand date cette théorie? Eh bien, vous n'allez pas aimer parce que la réponse, c'est au prochain épisode. Si vous avez aimé, si cela vous a apporté quelque chose, en tout cas, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour ce podcast dont je vous ai parlé au début, et ce podcast en a vraiment besoin. Je vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show. Où sont les surdoués? Les surdoués sont à moi. Yeah, yeah.